Bonjour Essar Midani. Bonjour Tom, et bonjour à tout le monde. Alors Essar, eh bien on a une semaine de retard par rapport au programme, si je puis dire, puisqu'on aurait dû enregistrer vendredi dernier le dernier sitrep actuel, c'est-à-dire le 15e. Nous sommes le 31 mars. Et c'est tout simplement parce que vous étiez en fait à Genève au Conseil des droits de l'homme et que vous êtes intervenu pour défendre en fait le point de vue syrien, le vrai point de vue syrien. Effectivement, donc comme tous les 3 mois, en fait, il y a un Conseil des droits de l'homme qui se déroule, un conseil. Il y a une revue, je peux dire, du Conseil des droits de l'homme qui se déroule donc à Genève. Et cette réunion, en fait, il y avait des attaques vraiment rangées contre la Syrie, où en fait l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et tous les pays occidentaux qui agressent la Syrie aujourd'hui ont réuni leurs forces pour porter atteinte à la Syrie et puis surtout pour incriminer l'État syrien de soi-disant crimes contre l'humanité. Bien sûr, oubliant toujours, en fait, ils mettent en avant certains crimes qui ont été commis par les terroristes, ils les mettent sur le dos du gouvernement syrien. Donc, en fait, il y avait place ouverte à tout un tas de témoins, de personnes qui étaient en train de faire des faux témoignages qui racontent des choses complètement fausses à l'encontre de l'État syrien. Et à chaque fois que quelqu'un voulait prendre la parole ou voulait parler au nom pour défendre la Syrie, donc aussi bien une ONG que l'État syrien lui-même ou des ONG qui étaient plutôt du côté de la Syrie, elles ont été soit interdites d'expression, soit coupées en cours d'expression. Donc moi ce que je peux dire, ce qui m'a vraiment frappé, et ce que je déplore, c'est le manque de liberté d'expression au cœur même je peux dire, du fief des droits de l'homme qui est ou de ce qui est censé être le fief des droits de l'homme, qui est la Syrie, qui est les Nations Unies, donc de Genève. Et donc franchement, c'est difficile à accepter. Et c'est difficile à accepter que tant de mensonges soient racontés dans ces lieux qui sont presque pour nous des lieux de défense des droits de l'homme et des lieux sains entre guillemets, je peux dire. Voilà. Bon, ceci dit, ça s'est déroulé. On a l'habitude depuis les 6 ans où la Syrie est agressée, que les Nations Unies prennent parti contre la Syrie, malheureusement, alors que la Syrie a systématiquement coopéré avec les Nations Unies et avec tous les experts que les Nations Unies ont envoyés en Syrie. Voilà. D'accord Essar. Donc merci de cette petite précision sur ce qui s'est passé à Genève. Hein. Ça nous donne une idée du parti pris d'une organisation qui devrait rester neutre. Hein. Donc on a exactement Ouais. un remake du comportement de Stéphane de Mistura qui a été choisi par l'ONU pour s'occuper de cette affaire-là, quoi. Donc on a Oui, affaire à tout à fait. D'un côté, en fait, qui devrait rester neutre, mais qui en plus devrait faire respecter sa charte. Hein.
Or, en fait, toutes ces agressions contre la Syrie sont une violation manifeste de la Charte des Nations Unies qui stipule en premier article que la non-intervention et la non-ingérence de certains pays dans les affaires des autres pays souverains, et puis là, même quand il y a conflit, ne jamais avoir recours à la violence pour régler les conflits entre les différents pays. Et surtout ne pas soutenir des forces dans le pays contre son gouvernement légitime. Or, en fait, là, on voit que les Nations Unies deviennent eux-mêmes comment dire, ils masquent eux-mêmes la violation et ils autorisent pratiquement la violation de leur propre charte, ce qui est fort regrettable. Et puis là, on peut dire quand même que nous, comme tout un tas de pays aujourd'hui qui sont présents dans les Nations Unies, on voudrait que les Nations Unies reprennent leur rôle réel et arrêtent de se ranger aux côtés du plus fort. Alors, on va entamer le sommaire, si vous le voulez bien, pour informer des sujets qu'on va aborder ensuite. Donc, on a appris hier que les USA annoncent officiellement vouloir laisser les Syriens eux-mêmes décider du sort de Bachar al-Assad. Enfin, c'est la position américaine devient plus claire, bien qu'il faille toujours se méfier de ce genre d'annonce parce que les actes sur le terrain ne sont pas forcément concordants. Pour moi, c'est quand même un point très important. Si les États-Unis, effectivement, reviennent à la raison, je peux dire, et donc à ce qui est stipulé dans la Charte des Nations Unies, que les peuples doivent décider eux-mêmes de ceux qui les dirigent, et sans ingérence des autres pays ou des grands pays dans leurs affaires intérieures, c'est un premier pas important, je peux dire, et vers le retour à la normale, en fait, au niveau de cette institution et au niveau d'un grand pays, quand même, comme les États-Unis, dans le respect de la charte de cette structure ou de cette institution internationale. Alors, il va quand même falloir, je dirais, pondérer sa joie, je dirais, d'avoir une position américaine beaucoup plus logique et, je dirais, admissible, avec un barrage qui a quand même été bombardé par la coalition US sur l'Euphrate, donc en Syrie, et qui menace d'inonder de vastes territoires et noyer des centaines de milliers de Syriens. Et cette menace est conjuguée avec une présence militaire en augmentation à proximité de Raqqa, puisqu'on constate que parallèlement, Daesh bat en retraite d'une manière très suspecte depuis Raqqa, dans le sud de la Syrie également, mais là c'est pour les raisons liées à l'efficacité de l'armée syrienne. Donc les forces américaines manifestent l'intention visible de s'emparer de Raqqa pour empêcher l'armée syrienne de libérer la ville. Il s'agit visiblement d'une stratégie américaine de dislocation de la Syrie en ayant préalablement bombardé les ponts, qui traversent l'Euphrate pour empêcher la libération de toute la partie syrienne à l'est de l'Euphrate. C'est donc là le problème principal, si vous voulez, entre les déclarations américaines et les actes sur le terrain, puisque également en Irak, lié à la bataille de libération de Mossoul, il a été constaté que la coalition US couvrait la retraite des terroristes de Daesh pour leur permettre de rejoindre Deir ez-Zor. En fait, il y a effectivement plusieurs faits. Il y a d'abord effectivement ce qu'a annoncé les États-Unis et ce qu'ils ont fait, c'est le renforcement d'une présence militaire sur le terrain en Syrie. Au début, il y avait le débarquement de 600 personnes qui ont prétendu vouloir entraîner les forces en fait qui veulent libérer Raqqa.
En fait, ce qui est vrai à 1500 soldats US, quand même, la présence sur le terrain syrien, dans le nord de la Syrie, entre l'est de l'Euphrate et puis le nord et Raqqa. Effectivement, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les Américains sont intervenus aussi. Il faut voir quand même comment dire. Il y a eu en même temps l'offensive pour libérer Mossoul de la part de l'armée irakienne avec les forces populaires, le Rassemblement populaire irakien. Et voilà que les Américains interdisent aux forces populaires irakiennes d'aller vers l'ouest de Mossoul, de manière à garder toujours une séparation par la présence de Daesh entre l'armée irakienne et l'armée syrienne, donc par des bancs qui sont occupés par Daesh. Des bandes de terrain qui sont occupées par Daesh, de manière à éviter est-ce qu'il y ait une coordination forte ou même une présence coordonnée entre l'armée syrienne et l'armée irakienne. Aujourd'hui, les Américains, en plus, quand ils ont décidé d'avancer vers Raqqa, on a vu Daesh sortir de Raqqa sans tirer aucun coup de feu, alors que tous les combats qui opposaient Daesh à l'armée syrienne étaient des combats complètement acharnés. Ce qui montre de plus en plus d'ailleurs la complicité entre Daesh et l'armée américaine d'un côté et aussi entre Daesh et l'armée turque de l'autre côté, puisqu'ils ont quitté El-Bab aussi sans qu'il y ait un seul coup de feu de tiré. En réalité, mais ce qu'il faut savoir aussi, et ça n'a pas été dit par les médias bien entendu, c'est que lorsque les forces de Daesh allaient être complètement défaites à l'ouest de Mossoul, on voit qu'il y a eu des parachutes, en fait des envois de vivres et de munitions et d'armements qui ont été envoyés par parachute donc à Daesh. Et là-dessus, l'armée américaine a prétendu que c'était une erreur. Oui. Et que par ailleurs, des bombardements ont eu lieu contre des civils qui ont été évacués de Raqqa parce que pour les protéger, en fait, dans une école à côté de la ville. Et voilà que les Américains, donc en Syrie, voilà que les Américains ne trouvaient pas mieux que de bombarder cette école qui abritait les civils qui ont été sortis de Raqqa comme étant un massacre, mais absolument incroyable. Hein. Oui. Plus de 300 personnes ont dépéri par ces bombardements et beaucoup sont sous les décombres encore, sous prétexte que, excusez-nous, c'était une erreur. Donc l'erreur d'envoyer des aides et des munitions à Daesh du côté irakien et les bombardements contre la population civile qui a été évacuée de Raqqa pour la protéger, ce sont des erreurs entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets parce que oui. on ne peut pas accepter l'idée que l'armée américaine avec tous ces armes, tous ces moyens sophistiqués d'exploration et puis de surveillance, etc., puissent commettre de tels types d'erreurs. Je rappelle quand même que le bombardement aussi qui avait eu lieu contre la montagne Asserda, contre l'armée syrienne qui était à la montagne Asserda, qui dominait Deir Zor,
il y a quelques mois. Oui. Et qu'ils ont prétendu que c'était une erreur. Ils avaient tué plus de 100 soldats syriens et en ont blessé aussi une centaine, en prétendant que c'était une erreur, alors que c'était un bombardement qui a duré 55 minutes exactement, donc presque une heure, et que 10 minutes après ce bombardement, la Daesh est venue investir les lieux, cette même montagne qui domine Deir Zur. Donc en fait tout ceci, ces prétextes et ces prétendues erreurs ne sont rien d'autre qu'une complicité manifeste et réelle entre l'armée américaine et Daesh. Qu'ils prétendent, enfin Daesh qui est ISIS, et qui est le IL, qu'ils prétendent combattre, alors qu'en fait ce sont eux qui l'ont créé, du dire même de Trump et du dire même de Hillary Clinton, etc. Donc qui les ont créés eux-mêmes, qui les ont soutenus, qui les ont envoyés en Syrie pour un objectif qui est tout à fait le leur, qui est de dépecer la Syrie et puis casser cet État qui leur résiste, qui résiste à leur diktat, puisque en fait ils ont envoyé tous ces terroristes pour casser le pays. Dernier point que je voulais dire, aujourd'hui l'armée syrienne avance sur Raqqa, avance du côté d'Alep, en fait, à l'est d'Alep, et reprend beaucoup de villages dans le secteur, donc reprend le contrôle de pas mal de villages. Donc ça aussi, ça permet de dire aujourd'hui, nous sommes quand même sur la voie de la libération de toute la Syrie, nous espérons, et c'est là-dessus aussi, sur ce, disons, jouent les Américains pour dire, en disant, nous allons bombarder le barrage qui est à Tabaqa, qui est un barrage qui est énorme, très important, qui retient une très grosse quantité d'eau, et que son effondrement constituerait effectivement une catastrophe humanitaire terrible. Ceci dit, donc tout le monde se plaît à dire que Daesh et les Américains, ou Daesh ou les Américains vont bombarder ce barrage, et que s'il s'effondrait, qu'il y aurait une catastrophe humanitaire qui irait jusqu'à Al-Anbar, en fait, qui ne serait pas seulement en Syrie, mais qui va aller jusqu'à l'Irak et jusqu'au sud de l'Irak. Ah oui, là-dessus, une petite précision. D'abord, ce barrage, pour le faire s'effondrer, il faudrait presque une bombe atomique, en fait, de taille importante. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'objectif derrière cette agitation pour agitation, et je peux dire même une certaine propagande à l'effondrement du barrage, c'est aussi d'effrayer tous les villages qui sont en dessous de la ligne du barrage. Donc il y a une vingtaine de villages, il y a des millions, quelques millions de personnes, 1 million, 1,5 million de personnes. L'objectif, c'est d'effrayer ces gens et puis faire en sorte qu'ils s'en aillent aussi et qu'ils fuient. Et derrière cela, l'idée qui est de vider ces villages pour que ce soit Daesh, soit les Américains qui les investissent sans aucune opposition. Donc c'est un argument de propagande, et c'est un argument qui est contraire et qui va dans le sens non pas de secourir ou de soutenir le peuple syrien, mais plutôt à l'encontre des intérêts du peuple et de l'État syrien. Voilà.
Donc, en réalité, il faut que les Américains et Daesh arrêtent de bombarder l'infrastructure de la Syrie, chose qu'ils ont systématiquement fait, qu'ils ont fait plutôt de manière tout à fait systématique depuis le début de cette agression sur la Syrie, puisque ce sont les puits de pétrole, les puits de gaz, les lieux d'exploitation de ces grandes sources d'énergie, les centrales électriques, les sources d'eau, les centres de distribution d'eau, ajoutés à tous les centres de production économique et de production d'industrie, toutes les industries, tout ceci a été détruit de manière systématique, volé, détruit de manière systématique, de manière à casser la colonne vertébrale de l'économie syrienne et du peuple syrien, ajouter aux sanctions, entre guillemets, qui ne sont pas des sanctions, mais qui ne sont rien d'autre qu'un embargo unilatéral aussi, un blocus économique unilatéral, qui est appliqué contre le peuple syrien et contre l'État syrien. Et on va après pleurnicher sur la situation humanitaire en Syrie, comme d'ailleurs on pleurniche sur la situation humanitaire au Yémen de la population, alors qu'en fait c'est dans les mains de ces grandes puissances qui agressent la Syrie, d'arrêter ceci et puis de permettre une vie décente, normale et une liberté de décision du peuple syrien pour qui le dirige et de quelle manière et comment. Donc voilà, c'est en fait suite à ces ingérences qu'on est en train de provoquer en fait le malheur du peuple syrien, et tous ces pays qui pleurnichent sont la cause de ces malheurs, de ces problèmes. D'accord. Alors, il y a deux nouvelles que je profite de transmettre. Il y en a une qui laisse dubitative quand même, et l'autre qui peut représenter, je dirais, une ligne rouge secrète franchie pour les Américains. La première, c'est qu'Ankara affirme mettre un terme à son opération bouclier de l'Euphrate en Syrie. Mais le problème, reste à savoir si l'armée turque va rester en Syrie et surtout si c'est pas une opération d'enfumage. Et l'autre nouvelle, c'est la Russie et l'Iran célèbrent leur alliance. Et pour compléter, je dirais, l'information par rapport à la première, c'est-à-dire concernant la présence de l'armée turque en Syrie, on a très clairement un positionnement des unités militaires russes à des endroits pour empêcher que l'armée turque et ses terroristes, ces mercenaires terroristes, n'avancent plus loin dans le territoire syrien. Et l'inquiétude principale aussi, c'est finalement la menace de confrontation directe entre l'armée syrienne et l'armée américaine dans le processus de libération de Raqqa, puisque à un moment ou à un autre, la question de la libération de Raqqa va se poser. En fait, l'armée syrienne avance aussi bien à l'est d'Alep qu'à l'est de Palmyre. Donc 25 villages à l'est d'Alep ont été libérés. Ont été libérés par l'armée syrienne. Et ces villages sont en fait très importants. Il y a un village qui était très important et qui était pratiquement un QG de Daesh, c'était El Hafir, qui était un pilier un QG de Daesh, qui n'est pas moins important que Raqqa, ou je dirais qui est tout aussi important que Raqqa.
cette Dir Hafer a été libérée il y a 2 jours par l'armée syrienne, en fait, et ceci a été consacré aujourd'hui. Elle contenait une prison. Il y avait aussi des tribunaux de la charia dedans. Cette Der Hafer, ils l'ont appelée eux Dar al-Fatah, en fait. Elle revêt une importance stratégique pour Daesh. Le fait que l'armée syrienne la reprenne en main et la libère constitue un point important, je dirais, de l'avancée de l'armée syrienne. Puisque c'était aussi en même temps un lieu de fabrication de munitions et d'explosifs chez eux. C'était un lieu aussi de production économique, puisqu'ils avaient des grands projets stratégiques en fait pour l'exploitation du pétrole, le pétrole syrien en fait. Donc c'était aussi une source financière importante pour Daesh. D'accord. Voilà, donc le fait que l'armée syrienne la reprenne et la libère est très très important. En plus, c'était ouvert sur la Turquie, donc c'était aussi un lieu de passage et une ouverture qui leur permettait d'avoir aussi des munitions, pas des munitions seulement en fait, des vivres. Oui, mais c'est surtout des hommes, des combattants qui venaient de la part de la Turquie, etc. Bon, donc on est donc à 24 kilomètres de Raqqa. Ah oui. Et puis donc c'est quelque chose d'assez important. Et je disais que il y a aussi le fait d'avoir dominé une montagne pas loin, donc permet d'avoir Raqqa comme en domination par le feu, on peut dire. Oui. Si le terme est exact, je ne suis pas du tout expert militaire, mais en fait on dit qu'on peut dominer par le feu l'île de Raqqa. Donc l'armée syrienne est en capacité aujourd'hui d'aller à Raqqa et sans aucun problème. Sauf si il y a un accord politique, je peux dire, qui aille dans le sens inverse ou qui pose la question différemment, et c'est sans doute ce qui se profile, puisque les États-Unis sautent au devant de la scène pour cueillir la victoire de Raqqa. Comme ça a été le cas pour Mossoul, pour dire c'est eux qui ont libéré Raqqa, c'est eux qui ont libéré Mossoul. Oui. Voilà. Effectivement, 25 km, 24 ou 25 km, c'est ça, hein, la distance qui sépare encore les troupes de l'armée syrienne. Oui, ça représente une portée de tir de canon, d'artillerie, tout à fait possible. Hein. Oui. Voilà. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est un point important par rapport à Raqqa et par rapport à donc le positionnement américain dans cette histoire. Je peux dire aussi par rapport à la Turquie. Oui. Vous aviez parlé aussi de la Turquie. La Turquie, les dernières attaques, elles ont eu lieu plus dans la banlieue de Hama, dans la banlieue nord de Hama. Oui. Donc en fait, le bouclier de l'Euphrate a été déplacé vers Hama de Al-Bab, et c'est sans doute aussi pour gagner d'autres terrains, mais ils ont été violemment défaits, puisque beaucoup de villages aussi dans le nord de Hama, nord et nord-est de Hama, qui ont été libérés et sont aujourd'hui sous contrôle complet de l'armée syrienne et de l'État syrien.
c'est 25 villages qui ont été libérés dans l'est, le nord-est de Hama et dans le nord-ouest de Hama aussi. Et de la même manière, dans les faubourgs de Homs et les faubourgs de Deir Zor aussi, il y a eu pas mal de villages qui ont été libérés. D'accord. Voilà. Alors si vous Donc voulez en fait, bien... l'armée, pour conclure, je peux dire, oui. L'armée syrienne avance rapidement, elle avance sur tous les axes. Hein, et en fait, on n'avait pas parlé d'une attaque aussi qui était aussi synchronisée avec les attaques sur Damas. On y reviendra sans doute sur les attaques sur Damas. Mais en fait, une attaque sur Soueida et sur Dera dans le sud, acharnée vraiment. Et ça a été très violent, mais en fait, l'armée syrienne les a repoussés et a regagné du terrain. D'accord. On va évoquer effectivement ce sujet-là, puisqu'il faudra l'évoquer d'une manière plus large, puisqu'il s'agit d'attaques combinées. Tout à fait. Alors, tout à fait. Je voudrais qu'on évoque quand même deux cas graves, deux cas très graves de ce qui s'est passé le 11 et 15 mars dernier, puisque Damas a été frappé de 2 attentats 2 fois. C'est-à-dire que le premier a consisté en un kamikaze qui s'est fait exploser dans l'ancien palais de justice, et un autre a frappé l'ouest de Damas dans un restaurant, sauf erreur. Le 15 mars, donc, l'attentat au vieux palais de justice a fait 32 morts, selon le dernier bilan, et une centaine de blessés. Et le deuxième attentat aurait fait 25 blessés, parce que visiblement le deuxième attentat a été limité en nombre de victimes, parce que le premier avait fait déjà beaucoup de victimes et qu'il avait en quelque sorte donné l'alerte aux services de police et militaires syriens. Et vous avez aussi, mais avant ces 2 attentats, vous en aviez eu un autre, 2 autres, toujours à Damas, et ce sont des pèlerins, des milices chiites d'origine irakienne qui étaient venus en pèlerinage pour visiter un cimetière et une mosquée. Et là, le bilan est très lourd, puisqu'on a 74 morts et plus d'une centaine de blessés. Tout à fait. Donc, ces attentats de Damas, alors, bon, ce que je voudrais dire, c'est que, d'abord, ce que représente cette date du 15 mars, oui. D'abord, c'était Astana qui devait se réunir, et donc, c'était la date de la réunion d'Astana, 15 et 16 mars. Ça, c'est un premier point. D'accord. Deuxième point, c'était le 15 mars, c'était la date dite anniversaire de la dite du début du printemps arabe en Syrie. Ah oui. Donc voilà, et ce qu'ils appellent la révolution syrienne, avec beaucoup de sang et beaucoup de larmes. Et de cynisme. Donc ça c'est un point important. On voit que qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, Israël a attaqué aussi Damas. Avant, ils ont attaqué Damas et ils ont attaqué à Sabou, dans l'est de Palmyre, aussi des lieux de l'armée syrienne. Sous prétexte que c'était des armes qui devaient aller à Hezbollah. Oui. Bien sûr, l'armée syrienne a riposté. Donc un avion a été touché, un avion est tombé et l'autre a été touché. Les Israéliens ont été surpris de la riposte syrienne. Oui. Et ils pensaient qu'ils allaient en fait bombarder et puis ils revenaient tranquilles. Ça c'est donc tout ceci était conjugué avec donc 2 jours après il y a eu un gros attentat à Homs. Oui. En fait dans
dans un lieu dans un commissariat en fait. Oui. C'est plus qu'un commissariat, c'est un centre de la sécurité. De sécurité, voilà, un centre de sécurité. Et c'est en fait 6 personnes sont entrées dans 2 centres différents à Homs et ont fait beaucoup de dégâts et ils ont tué effectivement des personnalités très importantes des services de renseignement et des services de sécurité.